Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous n'avons pas inventé le voyage dans le temps. Voici pourquoi. Nous avons construit la machine à partir de rien. Quelque chose qui fonctionnait. Un vaste dispositif qui reposait sur la dilatation temporelle, exploitant l'orbite contrôlée d'un trou noir miniaturisé. Le seul hic, c'est qu'on ne pouvait aller que vers l'avant, jamais vers l'arrière. Quand est venu le temps des essais humains, la plupart de mes collègues ont tourné le dos au projet. Ma famille s'était éloignée de moi des années auparavant. Quelle que soit la vie que j'avais menée, elle n'aurait rien signifié si cette machine ne fonctionnait pas. Alors, j'ai fini par être le premier à lever la main. Il ne me restait plus rien ici. Notre plan était minutieux et calculé. Des sauts dans le temps incrémentalement plus longs. Nous commencerions par des minutes, puis des heures, et progresserions vers des jours, des semaines, des années. Ava, ma seule amie tout au long de cette entreprise de plusieurs années, resterait en contact avec moi entre chaque saut. Je ferais mon rapport au contrôle, calibrerais ce que je ressentais, comment s'était passée l'expérience, etc. Ava, elle, de son côté, transmettrait nos résultats aux autorités compétentes pendant que je me préparerais pour le saut suivant. Les premiers sauts se sont déroulés comme prévu. J'entrais et je sortais, généralement en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes, et je me retrouvais à chaque fois dans le même bureau taché de café. Je faisais mon rapport à Ava, prenais une collation et refaisais le plein d'eau, puis retournais dans la capsule quelques minutes plus tard pour l'essai suivant. Il y avait indéniablement une sensation tangible de dilatation. J'entrais dans la capsule à 17h, et en ressortant apparemment quelques minutes plus tard, il était 18h30. Nos calibrations initiales semblaient décalées de quelques minutes, mais rien d'assez grave pour en perdre le sommeil. Il suffisait d'ajuster les choses au fur et à mesure. Notre confiance était devenue si grande à un moment donné que nous avons tenté notre plus long saut jusqu'alors. 1 semaine dans la capsule, ce qui se traduirait par environ 2 heures pour moi. J'ai disparu pendant 1 mois. Le visage d'Ava avait vieilli sous le poids de l'inquiétude quand je suis revenu. Elle m'a dit que les calculs avaient été complètement faussés. Le temps à l'intérieur du champ déformé s'étirait bien au-delà de ce que les modèles initiaux pouvaient prévoir. Chaque écart m'accélérait à travers des incréments de temps de plus en plus dramatiques, à chaque mise en marche de la machine. Le prochain saut pourrait être extrêmement dangereux pour moi. Mais je m'en fichais. Je lui ai dit de régler la machine sur 1 an. Ma vie s'était déjà terminée le jour où ma mère avait cessé de me parler. Il fallait qu'on se souvienne de moi pour quelque chose, alors peut-être que ce serait pour ça. Ava s'est battue avec moi pendant des jours. Je l'ai rassurée en lui disant que mes calculs étaient corrects cette fois. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, à savoir que je n'avais pas prévu de revenir. Alors que les portes de la capsule se refermaient et que le champ gravitationnel s'enclenchait, j'ai fait mes adieux, les traitant comme s'ils étaient vraiment les derniers. Ava m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que je ressentais de la chaleur humaine depuis 10 ans. J'ai attendu dans la capsule. Elle est assez grande pour les longs voyages temporels, avec les commodités qu'on trouverait dans un camping-car normal. Un lit, une petite cuisine, un bureau pour travailler, et un frigo pour conserver mes repas. À l'arrière, pour les excursions vraiment longues, une capsule de survie cryogénique pouvait théoriquement me maintenir en vie pendant des centaines d'années. Les minutes sont devenues des heures, devenues des jours, devenues des semaines. Mais quelque chose avait mal tourné, comme je l'avais prévu, et comme je l'avais caché à Ava. Ma nourriture a commencé à s'épuiser, ma patience aussi. Et tandis que j'enregistrais journal après journal, ma santé mentale déclinait et ma claustrophobie grandissait. Le trajet a fini par s'arrêter. Le terminal à l'intérieur de la capsule confirmait que j'y étais resté plus de 200 ans. Tout, et tous ceux que je connaissais,
avait disparu. Je déteste ça, mais je me suis senti soulagé de le savoir. Je suis sorti de la capsule et je me suis retrouvé entouré de gravats. Les murs s'étaient effondrés. Le toit calciné laissait place à un ciel gris. Je pouvais goûter la rouille sur mon palais, et mes yeux piquaient à cause des cendres qui tombaient sans cesse autour de moi. Sur la capsule elle-même, on voyait de profondes entailles et des marques noircies par le feu, comme si quelqu'un avait tenté de forcer l'entrée. Il ne restait autour de moi aucune trace de ce qu'avait été le projet, de ce qu'il était devenu, si des progrès avaient été réalisés ou des articles publiés. Et même s'il y avait eu une preuve de ce que j'avais fait, quelle importance cela avait-il maintenant ? Si peu de temps après, le monde semblait avoir été réduit en poussière. Mon mépris pour le monde que j'avais laissé derrière moi n'en fut que renforcé. Pendant quelques jours, j'ai exploré les ruines, récupérant ce que je pouvais. Quelques boîtes de conserve qui n'avaient pas tourné, de l'eau en bouteille qui n'avait pas un goût très propre. Chaque soir, je retournais à la sécurité de la capsule, me préparant des repas sur la cuisinière qui fonctionnait on ne sait comment, et remplissant mon ordinateur de journaux de plus en plus ennuyeux. C'était la seule structure qu'il me restait apparemment. Plus rien d'autre n'avait d'importance. Rien, sinon ce qui m'attendait. Et alors, je me suis senti seul. Tellement seul. Plus seul que je ne l'avais jamais été 200 ans auparavant. Je n'avais pas réalisé à quel point ça pouvait devenir insupportable, sans avoir personne à qui parler, même si ces conversations m'étaient généralement désagréables. Et ça me manquait, l'imperfection de ma vie. Je me sentais idiot d'avoir profité de mon temps de cette façon. Après quelques semaines, je me suis assis avec mon carnet, faisant les calculs à la main. Calculant le temps que je perdais et la façon dont les mathématiques de la capsule ne correspondaient pas au monde extérieur, la dilatation était pire que tout ce que nous avions même envisagé. Si je voulais arriver quelque part, j'ai décidé que je ne pouvais pas le faire seul. J'allais avoir besoin d'aide. L'aide de quelques civilisations qui auraient pu renaître des cendres de ces ruines. Il fallait que je saute beaucoup plus loin. Alors j'ai réglé la minuterie sur 10 ans, sachant que ce serait probablement plus proche de 10 000 ans. Je me suis dit que quelqu'un me trouverait à un moment donné, comprendrait comment arrêter cette putain de capsule et me faire sortir et qu'on repartirait loin de là. La machine s'est mise en marche. J'ai senti la forte poussée de la force G, alors que les chambres internes accéléraient mes molécules de plus en plus vite, jusqu'à ce que le champ temporel se déforme autour de moi. J'ai mangé un moment. J'ai relu mes propres journaux. J'ai pesé mes options. Il m'a fallu attendre d'épuiser ma dernière boîte de pêche avant de me destiner à entrer dans la chambre cryogénique. Du gaz la remplit, m'endormant avant qu'un froid glacial n'envahisse mon corps. Je n'ai pas eu l'impression d'être resté inconscient, ne serait-ce qu'une seconde. Je n'ai pas rêvé, je ne me suis rien demandé, mais je me suis réveillé bien plus tôt que prévu. À mon réveil, la chambre m'a donné un avertissement strident. L'alimentation était faible. Une lumière rouge ambiante m'entourait. Je me sentais si faible. Je pouvais à peine lever les bras pour pousser contre la vitre. Elle ne cédait pas. L'interface se contentant de me hurler un autre avertissement à propos d'une faible pressurisation et d'une intégrité de l'oxygène compromise. C'est là que j'ai remarqué que je n'étais plus dans la capsule. Les lumières de la chambre auraient sûrement dû me révéler mon environnement, mais il n'y avait que du noir. Pas de capsule, pas de laboratoire, pas de terre en vue. Tout ce que je pouvais distinguer au loin était la lumière de quelques étoiles, mortes depuis longtemps, qui disparaissaient rapidement de mon champ de vision. Ma chambre tournait elle-même dans le vide de l'espace. J'ai demandé à la chambre combien de temps j'avais dormi. Elle m'a répondu plus de 10 millions d'années. J'ai paniqué. Cela n'a fait qu'accroître ma peur, et j'ai crié, ce qui n'a fait que gaspiller de l'oxygène précieux.
Puis, quelque chose a bougé dans l'obscurité, occultant la lumière illusoire des étoiles lointaines. Seulement une faible courbure, une suggestion de forme. La forme grandissait, avec la patience de quelque chose au-delà de l'infini. La courbe est devenue plus pâle, à mesure qu'elle entrait dans la faible lumière. Elle était couverte de plis, de fossettes et de taches de rousseur occasionnelles. L'arête d'un sourcil est apparue nettement. Puis 2 yeux immenses et immobiles, éclairés par le point de lumière qu'était ma chambre. Un visage de la taille d'une planète, dont l'échelle était fausse d'une manière qui a fait vaciller mon esprit. La forme a dérivé, se rapprochant de moi. J'ai vu la texture de sa peau, des pores de la taille de lacs, des cicatrices qui s'étendaient sur des kilomètres. Je pouvais voir maintenant qu'il arborait un sourire figé, aussi vide que ses yeux. Une plaque jaunâtre s'accrochait au bord de ses dents, grandes comme des continents. Mon corps s'est recroquevillé sur lui-même, bien que mes mouvements soient limités par l'étroitesse de la chambre. Je pouvais sentir le froid de l'espace s'infiltrer à travers ses joints étanches sous vide. Le visage ne rayonnait rien. Je l'ai supplié de ne pas me faire de mal. Il n'a pas cliqué des yeux. Il n'a pas tressailli non plus, poursuivant sa lente progression vers moi jusqu'à ce que le visage soit tout ce que je pouvais voir. Ses narines paraissaient si profondes qu'aucune lumière n'aurait pu en ressortir. Chaque poil follet se tendait comme une anémone de mer, touchant presque ma capsule. Je l'ai supplié de me laisser rentrer chez moi. Et ma voix s'est brisée. « S'il vous plaît, disais-je, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. » J'ai répété ces mots jusqu'à ce qu'ils perdent tout sens, jusqu'à ce qu'ils deviennent des sons incohérents dans le noir. Le visage n'a répondu qu'en entr'ouvrant ses dents, ses mâchoires se décrochant. J'ai senti ma chambre se déplacer, aspirer vers l'abîme qu'était son gosier. Il est venu vers moi, une chair sombre, emplissant chaque direction jusqu'à ce que je me retrouve enfermé dans une gueule d'obscurité palpitante. Je n'ai aperçu les étoiles derrière moi qu'un instant, avant que la bouche ne se referme complètement. L'alimentation de ma chambre s'est coupée à ce moment précis. Je me suis réveillé dans mon lit la seconde suivante. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, brûlant mes iris jusqu'à ce que j'aie la force de détourner le regard. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un message d'Ava. Quand je l'ai attrapé pour voir ce qu'elle avait envoyé, mon cœur s'est arrêté. Mes mains étaient ridées, tachetées. La peau pendait, lâche sur mes os. Je me suis levé et j'ai titubé jusqu'au miroir de la salle de bain, sur des jambes fines qui semblaient prêtes à se réduire en poussière à chaque pas. Quand je me suis regardé, je n'ai vu qu'un homme passer la fleur de l'âge, vieilli au-delà de toute reconnaissance, avec des cheveux d'un blanc éclatant et un visage presque squelettique. J'ai consulté le message d'Ava. Elle se demandait où j'étais. Elle disait que notre premier lancement était dans 30 minutes.